l'objectif de notre intervention aujourd'hui, comme l'a dit David, c'est de vous présenter quelques exemples d'études qui sont menées par parlez bien, le réseau micro du sur le conservatoire. menton, comme ça tout le monde vous entendra bien. Comme ça. Donc quelques exemples en fait, d'études d'amélioration des connaissances botaniques sur le territoire traversé par la LGV-SEA. Donc une intervention à deux voies en fait. Pourquoi? Parce qu'elle implique deux conservatoires botaniques différents mais qui appartiennent au même réseau. Le Conservatoire botanique national du bassin parisien et celui sud-atlantique. Pour ce qui est en fait du déroulé donc, de notre intervention, je vais m'offrir le luxe de vous présenter ces structures très brièvement en guise d'introduction. C'est pas un luxe, allez-y, allez-y. Merci. Quelques éléments de contexte. Ensuite, les objectifs d'amélioration des connaissances donc, des espèces sur lesquelles nos travaux ont porté, espèces liées à l'article 24 de l'arrêté de dérogation de destruction d'espèces protégées. Ensuite, quelques résultats de cette étude en Indre-et-Loire, donc côté région centre. Et enfin, on terminera donc sur les perspectives des travaux encore à mener. Alors, les conservatoires botaniques nationaux, ce sont tous des organismes scientifiques spécialisés dans la connaissance et la conservation de la flore, mais aussi des habitats naturels, donc des cortèges floristiques qui peuvent définir un milieu, tel une prairie, une forêt ou une pelouse. Ils sont tous agréés donc, par le ministère en charge de l'environnement pour 5 ans, et ils ont une mission de service public. L'ensemble de ces CBN est piloté dans son réseau par l'Agence française de la biodiversité à travers un service dédié de coordination donc de ce réseau. 4 grandes missions d'agrément définissent les objectifs à atteindre par ces conservatoires botaniques pour obtenir cet agrément national. Donc une mission vraiment pilier de ces structures qui est une mission de connaissance à la fois de l'état mais aussi de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels. Une deuxième mission de concours scientifique et technique auprès des pouvoirs publics, donc principalement services de l'État, mais aussi collectivités territoriales et plus ponctuellement, pourquoi pas, des structures privées telles que l'ISEA. Une mission de conservation, une fois que l'identification est réalisée, des éléments rares et menacés. Et enfin, une mission de sensibilisation, de diffusion finalement de cette connaissance, de ce savoir, auprès à la fois du grand public, mais aussi d'aménageurs du territoire. Concernant les éléments de contexte, les actions donc, scientifiques menées par nos 2 CBN, dans le cadre des partenariats scellés avec l'ISEA, s'inscrivent en fait dans le processus ERC, éviter, réduire, compenser, mais plus précisément dans le cadre de mesures d'accompagnement. Donc l'objectif en fait c'est d'assister le porteur de projet, l'ISEA, à atteindre les engagements qui lui ont été fixés par les pouvoirs publics dans le cadre de ce projet de la LGV. L'intégralité donc, des études et de leurs résultats produits vont être à la fois valorisés et diffusés à travers l'observatoire environnemental, donc pour assurer le bon suivi des mesures du projet SEA. Plus précisément, donc, notre travail a porté sur l'amélioration donc, des connaissances sur des espèces, donc, je vous le disais, citées dans l'article le 24, donc des espèces de la flore, ce qui recoupe directement les missions des conservateurs botaniques. Ce que je vous propose, en fait, c'est de vous présenter les objectifs qui ont été définis avec l'ISEA, objectifs à atteindre, mais avec un découpage par territoire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter à la fois le support de travail, le support vivant, donc les 4 espèces sur lesquelles nous nous sommes concentrés en région centre, et ensuite je passerai la parole à mon collègue. Voilà. Donc côté région centre, sur la partie sud de l'Indre-et-Loire, donc territoire traversé par la LGV SEA, à partir de Tours jusqu'à la frontière avec la Nouvelle-Aquitaine, on s'est penché donc sur 4 espèces protégées au niveau national, qui n'ont pas été directement impactées par le projet LGV, mais pour lesquelles les pouvoirs publics ont demandé des compléments d'information
sur l'état des populations localement, donc sur ce département spécifiquement. La première, c'est la graciole officinale, une espèce en fait qui est inféodée avec les deux autres présentés ici à des milieux humides, donc l'étoile d'eau, la grande douve, et enfin donc une quatrième espèce, l'odontide de Jaubert, qui elle, pour le coup, est plutôt inféodée à des milieux secs terrestres. Ces 4 espèces sont toutes menacées, on va dire, sur le plan de la conservation. Et donc les grandes étapes de mise en œuvre de nos travaux en région Centre ont consisté aux objectifs suivants. Donc tout d'abord, mobiliser l'ensemble des données disponibles sur ces 4 espèces pour obtenir en fait un état actuel, en début de projet, de la connaissance de la répartition donc, de ces espèces. Et pour ce faire, on s'est appuyé sur la base de données du réseau des conservatoires botaniques nationaux, mais aussi sur le réseau d'acteurs locaux. On a aussi mobilisé un certain nombre d'informations issues d'atlas historiques et d'herbiers historiques, pour obtenir en fait une image la plus précise possible de ce qui peut exister comme station pour ces 4 espèces au sein de ce territoire. Une fois ce travail mené, on a construit ce qu'on appelle un plan d'échantillonnage, donc des objectifs de terrain concrètement, qui ont lancé donc cette phase de terrain, qui avait pour principale idée de moderniser la connaissance sur ces stations, de préciser l'état des populations encore en place et également l'écologie de ces espèces, sur lesquelles il pouvait encore y avoir des manques de connaissances. En parallèle, donc, un travail a été mené sur l'identification des différents propriétaires et gestionnaires de ces stations lorsqu'elles étaient modernisées, à la fois avec une approche que j'ai appelée un démarchage à l'avancée, c'est-à-dire au fil des prospections menées, donc un contact en amont ou sur le terrain avec les propriétaires pour commencer une phase de sensibilisation, de concertation sur les enjeux en fait, existants localement pour ces espèces. On a aussi complété ce travail-là via une approche plus cadastrale, plus systématique, quand le contact avec le propriétaire n'avait pas pu être évident sur le terrain. Voilà, donc j'insiste aussi sur cette phase de sensibilisation et de concertation qui est réellement la clé pour la suite du travail de mise en œuvre d'un programme de conservation efficace. Alors, toutes les informations recueillies sur ces 4 espèces ont été compilées dans des documents qu'on a appelés des programmes d'action de conservation. Ces documents définissent à la fois des éléments sur l'écologie de ces 4 espèces, le bilan stationnel, le résultat des prospections et aussi un plan d'action de conservation qui définit station par station, les grands objectifs en fait, de conservation à mener localement. Ces programmes d'action sont diffusés et valorisés dans l'Observatoire environnemental, remis au pouvoir public, donc au service de l'État, et aussi diffusés à travers le site des CBN. Bonjour à tous. Alors, du côté du Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, le territoire d'étude en fait, va se concentrer sur les 5 autres départements traversés par la LGVSEA, donc à savoir la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Gironde. Et en fait, ça va concerner 14 espèces protégées en tout, qui sont séparées en 2 groupes liés à différents articles de l'article 24, donc 24.1 et 24.2. L'article 24.1 concernant les espèces qui ont été directement impactées lors de la construction de la ligne, et 24.2 des espèces qui sont présentes à proximité mais qui n'ont pas été directement impactées. Alors, concernant les espèces de l'article 24.1, va y avoir un double objectif de connaissance sur ces 6 espèces concernées, donc à savoir un inventaire des stations de ces espèces sur les différents départements où elles sont connues, avec une hiérarchisation des enjeux de conservation pour ces 6 espèces, et dans un second temps, un objectif de caractérisation des habitats via un volet phytosociologique, c'est-à-dire
une caractérisation des habitats par rapport aux espèces qui vivent dans le même milieu que l'espèce étudiée. Donc voilà. Donc les 6 espèces qui vont être étudiées sont l'odontite de Jobert, qui concerne quasiment tous les départements traversés à l'exception des Deux-Sèvres, la crapaudine de Guyon et le piment royal qui vont être étudiés en Charente et Charente-Maritime, le gaillet boréal en Deux-Sèvres et Vienne, et le lin de Léo et la globulaire commune en Charente. Et ensuite, pour les espèces de l'article 24.2, va y avoir un suivi et un bilan stationnel réalisé sur l'étoile d'eau, à l'instar de ce qui a été fait en région centre, sur les départements de la Vienne, avec également des projets de renforcement de population sur des sites de mesures compensatoires. Et sinon, 2 sites qui vont être suivis en Gironde, donc le site des Marais de la Virvée, où 5 espèces protégées vont être suivies durant les années qui viennent jusqu'en 2023, et 2 espèces protégées qui vont être suivies sur les berges de la Dordogne, en droit de la traversée de la LGV. Voilà, sachant que du coup, ces états des lieux ont été réalisés cette année, et il y aura un suivi annuel à bisannuel selon les espèces sur les 5 années à venir. Nous sommes en mesure, côté région Centre-Val de Loire, donc pour ce qui est du Conservatoire du bassin parisien, déjà de vous présenter quelques résultats de notre étude. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage chronologique finalement sur les partenariats scellés avec l'ISEA, et donc on a un petit peu plus de recul que côté Nouvelle-Aquitaine, donc sur les études menées sur ces espèces. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de vous présenter les cartographies qui mettent en avant les résultats d'actualisation, d'amélioration des connaissances pour ces 4 espèces. Alors, on va commencer avec une note plutôt positive, hein, la graciole officinale, pour laquelle, là, on a plus de 65% donc, des mailles en fait, de prospection côté Sud-Loire, au sud du département, qui ont été confirmées par une station moderne. Donc, c'est plutôt un bon résultat en termes de retour de prospection sur la modernisation de cette espèce qui semble, pour le coup, dans un état de conservation assez favorable, assez propice, en tout cas sur ce territoire-là. En parallèle donc, de ce travail de terrain, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc il y a l'identification des différents propriétaires gestionnaires. Donc là, un dialogue est déjà initié spécifiquement sur cette espèce. Quelques initiations en fait, d'un programme de sensibilisation ont été lancées cette année, notamment pour travailler sur des plaquettes de communication à destinataire donc des gestionnaires et des propriétaires, et pouvoir initier, on va dire, démarrer cette phase de conservation concrètement sur le terrain en faveur donc, des populations identifiées. Les premières actions conservatoires ont également été lancées cette année en 2019 avec un travail de récolte de semences, récolte de graines à destination donc, de notre banque de semences au Muséum national d'histoire de Paris pour des optiques donc, de conservation ex situ et pourquoi pas plus tard dans le but de renforcer certaines populations dans un état défavorable. Voilà. Alors au risque de paraître vous presser, je vais devoir vous demander d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse prendre des questions avec la salle. D'accord. Pour ce qui est de l'étoile d'eau, le résultat est beaucoup plus contrasté. Là, pour le coup, c'est un petit peu notre vision d'Europe à nous, finalement. Là, une seule station a pu être modernisée donc, sur le panel de la petite vingtaine de stations en fait, initialement repérées. Par chance, donc, cette station est concernée par un site qui est géré par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Donc là, un dialogue privilégié est déjà enclenché avec le CEN pour conserver, préserver cette station. Alors on n'est pas à l'abri non plus de bonnes surprises, c'est-à-dire de retour en second temps de nouvelles stations ou de stations actualisées, parce qu'on reste en veille en fait, sur les différentes remontées de données qui peuvent nous parvenir à la fois de nos salariés dans l'équipe, mais aussi du réseau naturaliste sur lequel on s'appuie. Donc ça confirme finalement ces résultats, une menace avérée sur l'espèce, même si elle a une écologie à éclipse, donc elle est difficile en fait à détecter, parce qu'elle dépend des conditions météorologiques, et certaines années, vous pouvez avoir une réussite et contacter l'espèce sur un site, mais l'année d'après, vous la retrouverez pas en fait.
Pour ce qui est de la Grande Douve, là, c'est un petit peu la même chose finalement, avec une station modernisée donc, sur ce territoire Sud-Loire. Là aussi, par chance, donc on est sur un site, un espace naturel sensible, ce qui facilite les échanges avec le gestionnaire localement. Et donc des actions aussi ont été enclenchées en ce sens pour une meilleure préservation donc, et une prise en compte de cette espèce. Là aussi, on est sur une espèce qui est menacée, considérée comme en danger critique en fait, dans la liste rouge régionale. Donc, ces résultats, finalement, vont malheureusement dans le sens de ce niveau de menace sur cette espèce. Et enfin, je vais finir sur une note beaucoup plus positive, donc sur l'odontite de Jaubert, là où le travail a permis d'actualiser énormément de stations et de mailles préalablement identifiées. On est sur près de la moitié en fait, des mailles prospectées qui ont été confirmées par une station moderne. Et même au-delà de ça, en fait, on a 7 nouvelles mailles qui viennent s'ajouter au panel de données initialement repérées. Donc c'est très encourageant pour l'espèce et ça montre que finalement, son niveau de menace a peut-être été un peu surévalué initialement, notamment dans la liste rouge régionale. Et la phénologie de l'espèce, donc le moment où elle va fleurir, où elle est détectable, joue sans doute en faveur de cette approche un petit peu en décalage, parce que les botanistes sortent beaucoup moins en fin de saison de végétation, alors que là, il y avait des prospections très ciblées, donc qui ont permis d'actualiser toutes ces données. On va terminer sur des perspectives. Alors pour le conservateur botanique du bassin parisien, les objectifs qui s'arrêtent a priori sur 2020, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et de pouvoir poursuivre au-delà. Nous allons nous concentrer donc sur tout ce qui est communication, sensibilisation du réseau de gestionnaires, mettre en œuvre, donc décliner les plans d'action de conservation qu'on vous a présentés, et également, en parallèle, lancer des travaux donc, de conservation sur des espèces menacées complémentaires qui ne sont pas concernées par l'article 24 de l'arrêté de dérogation, mais pour lesquelles le sud de l'Indre-et-Loire a une forte responsabilité territoriale en termes de conservation. Et pour le CBNSA, alors concrètement, globalement, il y a les premières prospections qui ont été menées cette année et elles vont se poursuivre au fur et à mesure que les bilans pour chaque espèce vont être réalisés, à savoir en début 2021, un bilan pour les espèces de pelouse calcaire proches d'Angoulême et le bilan pour le gaillet boréal, et en 2022 pour l'odontite de Jaubert et en 2023 pour le piment royal. Sachant qu'en parallèle, il y aura les suivis réalisés pour toutes les espèces de l'article 24.2. Eh bien, merci à vous. Merci à vous pour cette présentation. Avez-vous des questions? Pas de questions? C'est toujours terrorisant, ça, pour les gens qui sont sur l'estrade, de voir qu'il n'y a pas de questions. C'est soit tout le monde roupille. Bon, là, le déjeuner est passé, donc ça va. Ah, voilà, en haut à droite, effectivement. Quand on insiste, en règle générale, ça vient toujours. Bon, je rassure, hein, sinon j'avais encore une ou deux questions scandaleuses à poser à nos intervenants. On n'en doute pas. Juste une question. Est-ce que dans vos inventaires, vous avez pu voir des plantes exotiques envahissantes qui sont apparues justement suite à la création de cette LGV? Et bonne question, parce qu'en plus, c'est vrai que les plantes envahissantes sont souvent friandes des chantiers sur lesquels elles se multiplient très vite. Effectivement, alors pour ce qui est du travail mené, là, pour le coup, on ne s'est pas uniquement concentré sur le fuseau d'emprise de la LGV. On a travaillé sur l'ensemble du territoire, sud Indre-et-Loire, et pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, on est sur une approche, on va dire, très large. Donc on ne peut pas forcément mettre en lumière, mettre en phase ces deux approches, donc à la fois l'impact de la LGV et le travail qui a été mené ici. Par contre, en parallèle, le CBNBP est associé avec l'ISEA sur un travail plus spécifique sur les espèces exotiques envahissantes. Et donc, on est impliqué dans le cadre du suivi, de la surveillance des différentes espèces exotiques qui peuvent réapparaître le long de la LGV. Sachant qu'en amont, c'est une problématique qui avait été vraiment intégrée dans la phase projet.
Et les résultats sont plutôt très encourageants dans le sens où peu d'espèces exotiques envahissantes sont contactées, en tout cas pour la flore, je parle, sont contactées sur l'emprise directe de la LGV. Voilà. Une autre question peut-être? Non, alors moi j'en ai une sur les 4 espèces que vous avez présentées. Il y en a 3 qui étaient donc de milieu humide. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui s'en sort mieux que les autres finalement? Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que sur les 4 que vous avez évoquées, il y en a 2 qui s'en sortent mieux dans le lot, et spécifiquement la première, effectivement, qui, à l'instar des 2 autres, sont concernés par la problématique des zones humides? Alors c'est une très bonne question. On peut avoir... Vous avez vu, elle n'est pas scandaleuse celle-là. On peut avoir plusieurs hypothèses en réponse. En fait, la première espèce, donc la graciole officinale, pour laquelle les résultats sont plutôt bons, a une écologie avec un spectre beaucoup plus large, on va dire, que les autres espèces présentées, donc à savoir la grande douve et l'étoile d'eau. Donc cette capacité d'adaptation, on va dire, écologique à des modifications de son environnement lui permettent sans doute de mieux perdurer, on va dire, même en fait à une dépréciation de son environnement. Voilà. Et donc pour le cas de la graciole, pour le coup, c'est une espèce plus eutrophile, donc plus associée éventuellement à des fermetures de milieux, etc. Donc qui résistera mieux à ces changements d'environnement. Donc dans les 2 cas, c'est les espèces plus résilientes, si je comprends bien. C'est ça. Très bien. Pas d'autres questions, toujours pas? Eh bien écoutez, merci à vous messieurs pour cette présentation donc, sur les connaissances botaniques.